Oui, bonjour toutes et tous. Bienvenue sur cette webinaire que nous organisons dans le cadre de la Chambre de commerce de l'Hérault aujourd'hui. Voilà. Nous allons parler en partenariat avec le cabinet Certis de la transmission des savoirs au niveau des entreprises. Donc, ce webinaire est organisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la CCI dans le cadre de la mission de ressources humaines, avec un financement du Fonds social européen. Et nous avons décidé de traiter cette thématique-là, car elle nous semble importante, s'appuyant sur l'expertise du cabinet Certis, et notamment par rapport à tous les départs en retraite qui vont arriver au fur et à mesure dans les entreprises, dans les années ou dans les mois qui viennent au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, tout d'abord, avant de vous présenter le PowerPoint, je vais vous faire quelques rappels que vous pourrez voir sur la slide qu'on va vous diffuser. Donc, il faut savoir que ce webinaire durera 1h30. Nous allons l'animer pendant à peu près 1h15 et répondrons à toutes vos questions dans le dernier quart d'heure, en espérant que vous nous en poserez beaucoup et qu'on pourra répondre à tout ce que vous allez nous demander. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Christophe Maillet, je suis en charge de la mission ressources humaines au niveau de la CCI Hérault. Ces missions rentrent dans le cadre des nouvelles orientations au niveau des chambres, dans le cadre des accompagnements au niveau des entreprises. Donc voilà. Donc nous avons décidé de travailler en partenariat avec le cabinet Certis de par leurs compétences et nous allons aujourd'hui débattre de tout ce qui est transmission des savoirs. Donc je vais passer la parole à M. Jérôme Mallet qui lui va se présenter et nous présenter par la suite le cabinet Certis. À toi Jérôme. Bonjour, merci. Merci à toute l'équipe de la CCI Hérault de nous accueillir. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, on vient dans le cadre des problématiques liées à la transmission et la sauvegarde des savoir-faire. Donc voilà, on a présenté, on va partager avec vous quelques diapos qu'on a préparés en avance. Je veux juste m'assurer que vous avez bien l'écran que je partage. Je vais faire défiler, je vais faire là. Non, là je crois que j'ai pas la main sur. Ah voilà. Donc une petite présentation du cabinet Certis. Donc moi je suis donc le président et le dirigeant associé de ce cabinet. Le cabinet était monté et développé depuis 2018 pour faire face en fait à un constat initial. Avec mon associé, on s'est rendu compte que, de par notre expérience, moi dans l'industrie médicale pendant presque 20 ans, et mon associé Vincent Morel, son expérience en accompagnement RH auprès des entreprises, que finalement c'est dans l'entreprise qu'on retrouve l'ensemble des expertises métiers sur lesquelles l'entreprise souhaite pouvoir capitaliser. En revanche, ce que nous avons constaté, c'est dans la capacité pour l'entreprise de modéliser de la transmission, de mettre en œuvre des modalités de transfert de compétences et surtout d'utiliser des méthodologies qui lui permettent donc de gérer en autonomie la transmission de ces savoir-faire. Donc c'est pour ça qu'ici on a mis, en fait, nous ce qui nous a semblé être important dans notre constat, c'est à transmettre, évaluer les compétences et à sauvegarder son savoir-faire. L'autre partie qui était finalement la conviction, nous, propre à Exertis, c'est justement d'utiliser le travail comme le terreau de l'expérience à travers le travail et comment, à partir de l'expérience du travail, je peux constituer la montée et des parcours de formation pour faire monter en compétence, finalement, mes collaborateurs. Donc, l'idée, c'est comment Exertis a mis en œuvre un mode opératoire qui, aujourd'hui, est proposé à un certain nombre d'entreprises, puisqu'on accompagne depuis 2018 maintenant, finalement, une cinquantaine d'entreprises. On a dépassé les 60 entreprises récemment. On a développé notre réseau au niveau national. Et donc, voilà, on est sur des accompagnements qui sont en forte croissance. Et tout ça dans un contexte supporté par les institutionnels, dont la CCI par exemple,
les OPCO aussi. Donc la véritable problématique aujourd'hui qui est proposée dans le cadre de nos accompagnements, c'est d'accompagner les entreprises à finalement internaliser la formation. Voilà. Oui, peut-être une petite parenthèse, parce que bon, nous on est initiés, donc on sait ce que c'est les OPCO, mais par rapport au public que nous avons en face, leur expliquer leur rôle et ce qu'ils font. Voilà. Donc, historiquement, en fait, donc les OPCO sont donc les collecteurs d'un pourcentage de la masse salariale qui permet de mutualiser des fonds et proposer aux entreprises de financer des parcours de formation. Aujourd'hui, les OPCO changent un petit peu de posture dans l'accompagnement auprès des entreprises et développent une posture qui est plus de l'ordre du conseiller. La réforme de la formation professionnelle depuis 2018 a clairement indiqué que la notion même de l'action de formation est modifiée et permet finalement à une entreprise, encore une fois, capitalisant sur son travail, de créer les conditions pour être reconnue comme véritable action de formation en interne. Donc, ce qui est finalement offre beaucoup d'opportunités auprès des entreprises puisqu'elles ont la capacité, maintenant, depuis donc 2018, de créer leur propre parcours de formation, voire de se les faire financer. Grosso modo, si je prends un raccourci assez rapide, les entreprises, ça fait déjà longtemps qu'elles développent de la formation interne, ce qu'on appelle un petit peu la formation sur le tas, sauf que jusque-là, ce n'était pas reconnu comme de la véritable action de formation. Ça passait un petit peu sous les radars de la formation. Aujourd'hui, au prix d'un certain formalisme et répondre à certaines conditions, les entreprises peuvent capitaliser sur leur travail, pédagogiser leur travail pour le rendre formatif, et du coup, internaliser et revendiquer en interne des véritables parcours de formation en développant des compétences au service du développement économique de l'entreprise. Oui, donc pour aller dans ça, si je peux me permettre, c'est clair que de toute façon, la réforme a vraiment mis en avant ces aspects-là, avec ouverture des possibilités de financement, sachant que avec tout ce qu'on a aujourd'hui entre les crises sanitaires, les évolutions des métiers, tout ce qui se passe, les entreprises ont été obligées de toute façon de s'adapter et la réforme leur permet d'avoir accès à des financements pour, comme tu le disais, capitaliser sur leur savoir-faire en interne et éviter que, avec les départs en retraite qui vont arriver suite au papy boom les années à venir, elles ne se retrouvent pas en difficulté, comme des fois on est confronté dans certains rendez-vous où il y a du savoir-faire qui a été perdu, qui n'avait pas été anticipé et qui peut poser des soucis pour le devenir. Voilà, c'est exactement le sujet de cette diapo-là, c'est-à-dire que depuis 2018, donc avec l'ensemble des missions qu'on a réalisées, on a essayé de synthétiser finalement les différents enjeux auxquels les entreprises sont confrontées et comment le fait de mettre en place et de donner des outils méthodologiques à l'entreprise pour développer le transfert des compétences, comment tout ça peut devenir un vrai levier. Et parmi ces enjeux-là, voilà, on en a listé au moins, on va dire, le top 5. C'est des problématiques qui sont liées à la transmission ou même à la sauvegarde du savoir-faire. On aura tout à l'heure le témoignage de Thomas Roche, justement, qu'on a accompagné et qui a développé dans son entreprise des techniques qui sont spécifiques, uniques en France. Et pour eux, il y a un enjeu stratégique à pouvoir le transférer de génération en génération. Voilà. Donc la transmission, le sauvegarde du savoir-faire, ça c'est clairement un enjeu clé. Le sas d'intégration, la mise à nouveau des nouveaux arrivants. Comment est-ce qu'aujourd'hui ça se passe dans l'entreprise? Comment est-ce que quand des nouveaux arrivants intègrent une entreprise, ils sont pris en main? Comment est-ce que le sas d'intégration est organisé? Là aussi, il y a des outils méthodologiques qui permettent de faire des vrais leviers en termes d'efficacité et d'avoir des gains de productivité pour faire face à ces enjeux-là. L'autre enjeu économique, évidemment, c'est gain de productivité, efficience. C'est-à-dire comment je peux m'assurer, en particulier dans cette crise sanitaire aujourd'hui, que je suis capable de mobiliser mes collaborateurs et travailler autour de mes collaborateurs. Comment je m'assure de mettre en place des bases communicantes entre celui qui sait, celui qui a besoin de monter en compétence, et quand tout le monde intervient dans l'entreprise et qu'on pose des questions pour comprendre ce qu'il doit
être fait et réalisé pour effectuer une tâche, souvent les entreprises nous disent, nous, c'est pas notre métier d'expliquer, c'est pas notre métier de former. Donc on a besoin d'outils là-dessus. Oui, bien sûr. De toute façon, après, aussi, comme tu le disais, il y a un point qui est quand même relativement important, c'est qu'il y a, aujourd'hui, on le sait tous, une crise sanitaire, mais c'est peut-être essayer d'en faire une opportunité pour profiter de ces moments-là, pour capitaliser sur des savoir-faire au niveau des entreprises, euh, dans les métiers, dans les compétences qu'il peut y avoir, et faire évoluer et monter en compétence des collaborateurs par ce biais-là, quoi. Exactement. Alors, il se trouve que dans les premières phases d'accompagnement, quand on discute avec les entreprises, ils nous disent on n'a pas attendu l'exercice et on n'a pas donc attendu la réforme pour former. Ça fait déjà des années qu'on forme. En revanche, quand on pousse un petit peu le diagnostic, on se rend compte que l'évaluation de la compétence, comment est-ce que c'est formalisé, comment est-ce que finalement les objectifs que je me donne en termes d'efficacité sont observés, comment est-ce que je suis capable de mesurer un retour sur l'investissement, parce que ça quand même demande du temps. Là, c'est un petit peu là où on se rend compte qu'il y a un peu un trou d'air. Mais surtout que bon, on a quand même nous des tissus socio-économiques au niveau des entreprises qui sont beaucoup avec des PME, des TPE, parce que bon, au niveau des grandes entreprises, ça c'est pas forcément un souci. Ils ont ces organisations-là qui sont la plupart du temps en vigueur et ils pilotent tous ces axes-là. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des PME, des TPE, il y a souvent beaucoup de savoir-faire. Malheureusement, les activités font que souvent on n'a pas le temps d'envoyer ses collaborateurs ou de former ses collaborateurs pour capitaliser, les faire monter en compétences. Et comme on disait tout à l'heure, c'est qu'avec les départs en retraite, s'il n'y a pas des organisations, s'il n'y a pas des mises en place de dispositifs et des formations qui sont faites avec un formalisme qui permet la réforme au jour d'aujourd'hui, ça peut poser des difficultés pour le futur. Voilà. Donc, en complément de ce qui est affiché là, c'est simplement de dire qu'encore une fois, depuis 2018, dans le Code du travail, la définition même de l'action de formation a changé. Donc, on reconnaît que finalement, le travail dans l'entreprise, dans la mesure où il est aménagé et qu'il y a un vrai parcours de formation pour valider la montée en compétences, tout ça, ce sont autant d'opportunités pour les entreprises de développer de la formation interne. L'autre aspect, en particulier pour les entreprises qui sont plus de 50 salariés, la formation en situation de travail est libératoire des obligations à former. Ce qui n'est pas négligeable quand on sait qu'une entreprise de plus de 50 a des obligations sociales à former. Donc, sur les 6 dernières années, on doit pouvoir avoir démontré une montée en compétences ou un changement de qualification. Là, il y a une vraie opportunité pour que finalement, tout ce qui va être mis en œuvre dans l'entreprise soit reconnu comme formation pour libérer ces obligations sociales. Tu fais bien, Jérôme, de remettre, je dirais, sur la table là, le volet formation obligatoire, puisque de toute façon, il faut savoir qu'avec la crise, les obligations ont été repoussées concernant les bilans, mais tout ça provient de l'entretien individuel obligatoire tous les 2 ans avec une action de formation qui doit être réalisée. Et ce qui devait être fait pour fin 2020 a été reporté et ça laisse encore un petit peu de temps aux entreprises pour arriver à respecter ces obligations-là. Parce que pour les plus de 50 ans, il y a des sanctions qui sont imposées derrière si elles ne réalisent pas ces aspects-là. Voilà, donc c'est vrai qu'il nous arrive parfois, quand on discute avec des entreprises, d'évoquer le retour sur l'investissement. Et là, on se rend bien compte qu'il y a, encore une fois, des vraies opportunités pour une entreprise à investir dans la construction d'un parcours de formation pour capitaliser sur des savoirs et des savoir-faire qui sont déjà existants dans l'entreprise. On va passer maintenant sur l'aspect un petit peu plus pratico-pratique de ce qu'on appelle donc la FEST, c'est l'action de formation en situation de travail. Et clairement, ce sont aujourd'hui, encore une fois, sur les 60aines d'entreprises et groupes qu'on a accompagnés, on voit bien que ça vient au service de l'entreprise. Et l'ambition, nous, en tout cas, dans l'accompagnement qu'on propose, c'est surtout de les rendre autonomes, ces entreprises-là. Donc, il y a une phase d'accompagnement, mais nous, notre intérêt, c'est aussi de transmettre nos guides méthodologiques, notre mode opératoire, finalement, qu'on a ajusté et optimisé sur ces 3 dernières années, pour que l'entreprise puisse s'en emparer et réaliser à son tour de nouvelles actions de formation en autonomie. Alors, là, justement, je fais référence finalement à
différents échanges qu'on a eus sur, encore une fois, ces 3 dernières années-là, et on a essayé de mettre en évidence ce qui revient de manière assez récurrente. Quand on entend les chefs d'entreprise, clairement, ils identifient, ils ont des demandes, et nous, notre rôle, c'est justement d'interpréter la demande et de distinguer quel est le réel besoin qui se dessine derrière. Parmi les demandes, il y a effectivement intégrer et qualifier des nouveaux salariés, anticiper les départs à la retraite, puisque ça constitue un enjeu stratégique pour certaines entreprises. L'harmonisation des pratiques et le développement de la polyvalence, ce sont aussi des enjeux stratégiques pour les entreprises, et comment je peux capitaliser sur mes experts métiers, ceux qui savent, et comment je peux créer une synergie, comment je peux mutualiser ces ressources pour, puisque j'en ai le droit, construire des programmes de formation qui me sont propres, pour lesquels je n'ai pas d'offres disponibles sur le marché. Donc, je suis tellement spécifique que j'ai besoin de ça. Donc ça fait partie des demandes qui sont clairement explicitées. Faire face au changement de process, ça c'est clairement aussi des enjeux aujourd'hui à l'heure du numérique. On accompagne des grands groupes de l'agro-industrie, par exemple, qui mettent en place tout simplement des nouveaux ERP. Voilà. Et là, il y a l'ensemble du staff à faire monter en compétence sur utiliser un nouveau logiciel, une nouvelle pratique, un nouveau process. Il n'y a pas d'offre de formation disponible. On ne peut compter que sur les experts et ceux qui savent dans l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'un cabinet comme Expertise peut m'accompagner pour comprendre comment tout ça va s'articuler? Bon, après, il y a aussi un point à relever, c'est que toutes ces montées en compétences, c'est aussi moyen de valoriser les collaborateurs. Parce que, bon, de toute façon, aujourd'hui, on sait tous que les mentalités, tout évolue au niveau des entreprises. Donc, c'est peut-être valoriser les collaborateurs qui ont de grosses compétences, et on verra ultérieurement par quels moyens on peut valoriser les collaborateurs sur ce domaine-là. Mais c'est aussi un point qui n'est pas négligeable au niveau managérial, et pour inciter à accompagner les jeunes entrants qui n'ont pas forcément les mêmes logiques et mentalités que les anciens collaborateurs qui sont aujourd'hui dans les entreprises et qui vont maîtriser tous ces savoirs-là. Ouais. Ben, on est clairement, bon, c'est la deuxième partie du diaporama, mais on est clairement dans cet environnement-là, quoi. Développement de la RSE dans l'entreprise. Comment est-ce que je valorise, comment je prends soin finalement d'intégrer de nouveaux collaborateurs, comment je capitalise sur des experts qui ont 20-25 ans d'expérience, qui ont développé des trucs et des astuces que je ne veux pas laisser partir. Comment je coordonne et je mets en place un parcours de formation pour justement assurer ce transfert-là. L'autre aspect, c'est, et là on va parler des bénéfices à mettre en place la FEST, donc l'action de formation en situation de travail, c'est la FEST, on peut raisonnablement considérer que c'est une technique pédagogique, mais qui a des effets qui vont largement au-delà de cet simple aspect pédagogique, parce que ça vient réinterroger le travail. On met autour de la table des gens qui font des activités et des tâches. On confronte un petit peu les points de vue pour définir qu'est-ce qui est attendu sur une activité ou une tâche. Et le fait d'anticiper, de préparer tout ça, permet de structurer des sas d'intégration, de finalement sécuriser un parcours d'intégration. Potentiellement, ça on l'a constaté dans certains accompagnements, c'est réduire le turnover, parce que finalement, des nouveaux arrivants se sentent sécurisés, parce qu'ils voient bien qu'il y a des mises en perspective d'un parcours qui a été prévu, avec des points étapes, des validations de compétences, etc. Et clairement, ça va dans le sens du développement de la marque employeur. Parce que là, on reconnaît une entreprise dans sa capacité à intégrer, prendre soin de nouveaux collaborateurs en s'appuyant sur des sachants historiques. Et puis bon, moi j'y vois aussi un autre avantage, c'est que c'est quand même un outil au service des managers et des dirigeants, parce que ça leur permet de maîtriser peut-être certains métiers, certaines compétences qui sont en possession de leurs collaborateurs et pour lesquels ils ne voient pas forcément tout ce qu'il peut y avoir dedans. Et ça l'aperçoit malheureusement des fois à leur départ. Comme tu disais, il y avait des trucs astuces, souvent on a appris sur le tas. Il y a des méthodologies qui ne sont pas forcément tracées, mais qui existent et qui permettent de faire fonctionner. C'est ça. Et encore une fois, voilà, quand on interroge les experts métiers
entreprise, moi je sais très bien qu'est-ce qui doit être fait pour réaliser une activité. Et dans cette activité, quelles sont les tâches qui doivent être réalisées. Par contre, de l'expliquer à quelqu'un qui arrive, là on se rend compte qu'il y a besoin de méthodologie et d'être accompagné sur comment je peux structurer de manière cohérente un parcours de formation. Alors, quand on a préparé ce webinaire, ce qui nous a semblé aussi important, c'était finalement de quoi on parle en termes de compétences quand il s'agit de mettre en place de la formation en situation de travail. Alors là, pareil, on a listé un certain nombre de points qui reviennent de manière assez récurrente et qui permettent aussi, peut-être aujourd'hui à ceux qui sont avec nous pendant ce webinaire, de voir des opportunités. Il y a très certainement des opportunités en termes de montée en compétences autour des compétences procédurales, c'est-à-dire comment je réalise un mode opératoire, comment est-ce que je capitalise sur celui qui sait mettre en place un protocole sanitaire, mettre en place un protocole de mesure ou de contrôle qualité. Comment est-ce que cette compétence-là peut valablement être complètement intégrée dans un parcours donc, de formation en situation de travail. Les compétences instrumentales, c'est clairement aussi là-dessus qu'on peut avoir des vrais effets, des vrais leviers en termes de productivité. Là, on a par exemple une photo d'une ligne de production d'étiquettes pour bouteilles. Là, l'enjeu de l'entreprise, c'était comment je peux réduire mon taux de rebut d'impression en se rendant compte que l'opérateur sur la machine doit monter en compétence pour régler la machine et en allant plus loin, être capable d'anticiper des pannes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de contenu de formation. Il y a quelqu'un qui le sait dans l'entreprise. Nous, notre rôle, en mettant en place de la FES, c'est de venir poser sur le papier tout ce savoir-là et de le structurer pour que le nouvel opérateur puisse monter en compétence et répondre aux attendus de l'entreprise sur ces aspects-là. Compétences pratiques, bon, ça c'est clair que dans un geste, surtout dans l'artisanat, on le voit, les petits trucs et les astuces, il y a de la transmission orale depuis des années, mais on voit bien la fragilité que ça suppose. Comment est-ce que l'entreprise peut capitaliser, faire une économie d'échelle là-dessus, si rien n'est structuré, donc la FES le permet. Et les comportements professionnels, alors là c'est une vraie plus-value aussi, c'est, je vais prendre un exemple, dans la relation clientèle. Comment je peux m'assurer qu'en interne, j'ai un commercial, un directeur commercial qui a développé depuis des années des trucs et des astuces dans son argumentaire, ou dans une clinique, la manière d'accueillir un patient la première fois, de constituer son dossier, d'établir une relation de confiance, etc. Ce sont autant de comportements professionnels qui sont attendus par l'entreprise, mais qui sont difficilement aujourd'hui transférables de manière formalisée. Ce que je disais en introduction, l'action de formation en situation de travail permet de le formaliser et surtout de le faire reconnaître comme de la formation pour l'entreprise. Donc là, c'est autant d'heures de formation que je faisais déjà depuis longtemps, pas reconnues. Demain, ça peut l'être. Et donc, potentiellement, je peux me faire financer aussi ces heures de formation-là par mon financeur historique, mon OPCO, mon OPCA, qui ont changé entre-temps. Voilà. Donc la posture, le comportement professionnel, clairement, ça vient, c'est clairement dans le périmètre de ces enjeux-là. Ben, c'est clair que c'est un des arguments forts de la réforme qui permet de faire financer, comme tu le disais, ces types d'actions qui précédemment ne l'étaient pas, et qui plus est, peuvent donner accès aussi à des financements sur l'entreprise qu'elle n'avait pas précédemment. Voilà. Alors, je rebondis parmi ceux qui sont aux manettes. Je crois qu'on avait des questions, il me semble. Faire un petit sondage et voir si... voilà. C'est en cours. Donc, on a convenu de vous laisser quelques secondes voilà, pour peut-être orienter les questions qui viendront après. Donc, voilà, donc, les qualifications dont vous avez besoin sont-elles rares ou en tension? Oui, juste pendant que vous répondez à ce petit sondage, un petit point que j'ai oublié de vous signaler tout à l'heure, c'est que là, on va
présenter donc, tout ce webinaire et on reviendra sur le chat en fin de webinaire sur le dernier quart d'heure et on répondra aux questions que vous nous aurez posées qui seront devenues de façon plus récurrente sur la fin de cette intervention. Là, on va vous poser 2-3 questions des sondages qui vont nous aider derrière pour justement pouvoir répondre plus facilement et orienter le webinaire sur les attentes que vous pouvez avoir. Et on prendra la peine de répondre, bien sûr, le dernier quart d'heure à ce niveau-là. Voilà. C'est bon. On va poursuivre alors, non ? Ok, donc je reprends la main sur le diaporama que je n'ai pas. Pardon ? Vous voulez relancer notre sondage ? Alors, on peut lancer une deuxième question, ouais, parce qu'on en avait préparé une autre, effectivement, qui va nous permettre d'alimenter voilà, le transfert de savoir-faire entre les générations est-il un enjeu pour votre entreprise ? Donc, on est clairement dans le débat. Encore, voilà. Oui, je vais reprendre la main pendant que vous répondez à ce sondage. Donc, pour vous dire que de toute façon, vous pourrez retrouver ce webinaire Facebook Live, bien sûr, dans le cadre de replay. Et que, bien sûr, bon, je suppose que ça a dû être posé dans le chat. Le PowerPoint sera mis aussi à disposition et on pourra vous le renvoyer à la fin. Vous le renvoyer à la fin, puisque de toute façon, vous aurez aussi nos coordonnées pour pouvoir aller plus loin. Vous verrez, on va vous présenter d'autres choses. Je crois que tout le monde a dû répondre sur cette deuxième question. Ouais, c'est ça. Et la troisième, on va l'envoyer juste après, parce que je crois qu'il y a... On va basculer, il me semble, sur le... Voilà, sur Thomas Roche. Donc, en guise d'introduction, donc voilà, il m'a semblé pertinent d'inviter un de nos clients qu'on a accompagné. Donc, Thomas Roche va prendre la parole dans une petite seconde, et puis moi, je vais basculer sur le voilà. Donc, on a accompagné le chantier naval Martinez à Saint-Cyprien, près de Perpignan. Quand on a rencontré l'équipe de direction, les besoins donc on a évoqués à l'instant et qui nous ont été communiqués, ça a clairement été l'enjeu stratégique de sauvegarder un savoir-faire qui est hyper spécifique. Alors là, on parle de technique de stratification de coques de bateau, donc avec une technique unique en France. Voilà. Donc, quand on a été appelé pour intervenir auprès de cette entreprise-là, ça a été justement dans le cadre de comment est-ce que vous pouvez m'aider à mieux structurer ce que je fais déjà en termes de formation interne, mais peut-être encore un peu trop sur le tas, et en tout cas avec une efficacité constatée par l'entreprise qui pourrait être optimisée. Et même aller plus loin en le formalisant. Et en le formalisant. Donc, quand on est intervenu dans ce cadre-là et qu'on a effectivement mis en évidence le fait qu'aujourd'hui, c'était en même temps un droit qui était fait aux entreprises de pouvoir le faire, pour faire reconnaître tout ce temps passé à former, là, clairement, il y a eu une utilisation d'intérêt pour l'entreprise, pour les sachants, pour les apprenants, à être intégrés dans un processus. Voilà. Donc, du coup, je vais laisser la parole à Thomas. Oui. Vous m'entendez bien ou pas? Est-ce que vous m'entendez correctement? Témoignage. Oui. Nous sommes une PME de 30 personnes. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. Ok, impeccable. Nous sommes une PME de 30 personnes et tout ce que vous évoquez depuis le début, on est en plein dedans. On a tout ce qui est départ en retraite, transmission et un savoir-faire qui est important. Il y a aussi une transmission sur le tas. Et évidemment, on a été obligé de tout mettre à plat, de se poser des questions et de voir comment on pouvait mettre en place et comment on pouvait
garder notre savoir-faire et même le faire évoluer. Quelle était la meilleure façon pour travailler et comment on pouvait travailler. Donc, avec le temps, chacun avait pris ses petites habitudes, chacun avait son petit savoir-faire. C'était récupérer ce savoir-faire, en faire un bloc. Et on a eu la chance d'avoir des nouveaux arrivants. Et pour ces nouveaux arrivants, il fallait leur donner les méthodes, leur savoir, véritablement les intégrer à l'entreprise. Et pour les intégrer, il fallait les accompagner. Il fallait leur expliquer comment travailler et comment faire. Pas les laisser dans un coin et leur dire dans quelques années, tu verras, tu sauras faire. Non, non, c'était véritablement les mettre au travail, leur montrer le geste, les reprendre, leur dire c'est pas grave de se tromper. On peut se tromper, on est vraiment au début. Il faut vraiment apprendre. Et c'était cette idée de dire aux nouveaux et même aux anciens, même dire aux anciens, la personne que vous avez en face de vous est juste dans l'apprentissage. Ce n'est pas quelqu'un qui doit être du jour au lendemain extraordinaire ou très bonne. Il faut juste qu'elle apprenne. Et ce temps pour apprendre, c'est aussi faire monter en compétence les gens, parce que c'est savoir prendre du recul, savoir se dire qu'est-ce que j'ai loupé parce qu'elle n'y arrive pas, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que je n'ai pas été capable d'expliquer pour que cette personne puisse dire je suis perdu dans ce que je fais et non, c'est prendre cette personne, lui expliquer le chemin et passer du temps avec elle. Allez-y. Voilà, Thomas. En fait, il y avait une question complémentaire que je souhaitais poser, c'est par rapport à plutôt même à la première phase du projet qu'on a posé ensemble quand on a fait les premiers entretiens, c'est comment est-ce qu'on peut garantir que le projet qu'on va mettre en place dans l'accompagnement va avoir le succès attendu. Et là, je fais référence à l'engagement en fait, de l'ensemble des parties prenantes, la direction, le chef de chantier, les experts métiers. Comment, de ton point de vue, tout ça, ça doit être organisé pour que ça puisse avoir lieu? Alors, pour que ça ait lieu, il faut que tout le monde soit impliqué, que tout le monde aille dans ce projet. On peut pas juste imposer quelque chose. C'est véritablement une prise de conscience générale de se dire on a un savoir-faire, on a des compétences et oui, on veut transmettre et oui, on veut que l'entreprise perdure à travers ce savoir-faire. Peut-être une autre réflexion, parce que c'est aussi une des remarques qu'on a aussi, c'est ok, tout ça, ça s'entend, ça a beaucoup de sens. En revanche, de passer du temps pour une entreprise à justement mobiliser des parties prenantes, donc différents experts autour de la table pour réfléchir sur comment on va organiser la formation, tout ça, ça prend du temps, ça prend donc ça a un coût. Comment est-ce que toi tu t'y es pris pour du coup mettre en perspective que le jeu en valait la chandelle? Alors, oui, on a mis en place tous les process, oui, on a tout récupéré, on a tout mis à plat. Mais derrière, grâce à cette formation, on récupère des gens qui ont un savoir-faire et qui peuvent travailler derrière. C'est là-dessus où tu veux aller, Jérôme, non? Ouais. Là, l'idée, c'est effectivement de revenir sur le fait que c'est un investissement à long terme. Aujourd'hui, d'une intégration pas optimisée. Le risque, c'est de former des gens qui intègrent l'entreprise et puis peut-être, malheureusement, de les voir partir au bout d'un mois. Ça a un coût. Il est probable que je fasse même appel, dans certains cas, à des chasseurs de tête qui vont coûter beaucoup d'argent pour trouver le candidat idéal. Tout ça fait finalement, quand on met bout à bout, on se rend compte que l'investissement du temps passé à réfléchir en interne pour prendre en main la montée en compétences, gérer la montée en compétences pour répondre à des besoins qui sont hyper spécifiques, le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Donc, c'est un peu vers ça que je veux aller, c'est une vraie opportunité pour les entreprises à se poser la question, quel est le risque aujourd'hui? Est-ce qu'en interne, j'ai les ressources? Et finalement, ce dont j'ai besoin, c'est peut-être finalement simplement la méthode pour la mettre en œuvre. Mais aussi, on peut faire des formations qui peuvent être des petites pastilles. C'est-à-dire,
véritablement créer juste un savoir-faire ou juste quelques jours ou quelques instants pour faire monter en compétence sur un point précisément et après faire une multitude de petites pastilles qui font une formation globale. Mais c'est pas dire je vais prendre quelqu'un et dans 10 ans il sera bon. Non, c'est juste le faire progresser sur un point, sur un autre et juste prendre ce temps-là et dire ok, tu as ces compétences-là, maintenant tu peux faire ça et il y a d'autres étapes derrière. On peut totalement découper la formation. Juste en complément d'un point de vue très opérationnel, mais c'est vrai qu'on l'abordera, on l'évoquera après dans le cadre d'un atelier qui sera organisé avec la CCI pour justement accueillir des chefs d'entreprise qui se posent des questions et savoir comment est-ce que ça peut devenir une véritable opportunité de mettre en place l'action de formation en situation de travail. De manière très opérationnelle, qu'est-ce qu'on a fait sur le chantier? On s'est rendu compte au fur et à mesure du diagnostic et de l'entretien préalable, c'est que Thomas et son équipe nous ont dit ne serait-ce que d'organiser son espace de travail de manière à ce que le matin, je gagne en productivité. Déjà, rien que ça, si on arrive à faire ça, on va gagner du temps. Quand on regarde l'existant, on se rend compte qu'il y a effectivement sur le chantier des opérateurs qui savent anticiper, gérer la maintenance de leurs outils, nettoyer, préparer l'espace de travail pour le lendemain. Et c'est véritablement, en tout cas pour le chantier, une vraie compétence qui est attendue d'un opérateur, d'un ouvrier, d'un professionnel. Quand on intègre du personnel qui a une expérience ultérieure, il est parfois nécessaire de le faire monter en compétence pour harmoniser les pratiques et que tout le monde soit au même niveau. Là, dans le cadre de ce chantier, ce qui a été mis en place, c'est justement une AFEST, une action de formation en situation de travail, qui a duré en tout et pour tout entre 3 et 5 heures, mais qui a permis de remettre à plat les bonnes pratiques sur comment est-ce que je gère mon inventaire d'outils, comment je m'assure que mes outils sont en place pour le lendemain, et que le lendemain, finalement, je gagne en productivité parce que je ne cherche pas mes outils partout dans l'atelier. Ce qui permet de plus d'harmoniser les pratiques et de rentrer dans des process et que tout le monde, que ce soit des nouveaux ou des anciens, s'appuyant sur la compétence des anciens, justement, pouvoir harmoniser tout ça. Exactement. Donc là, bon, c'est un exemple qui est vraiment à retenir, c'est que ce temps passé de formation-là est valorisé comme de la formation pour faire monter en compétence un nouvel opérateur au-delà de la simple compétence technique. On va viser une compétence au niveau du comportement professionnel, comment j'anticipe une situation, comment je me prépare à contourner un problème, comment je prends confiance en moi. Tout ça, ce sont autant de choses que, comme disait Thomas, ces petites pastilles peuvent venir fluidifier un process, faire gagner du temps à l'entreprise. Et les autres bénéfices collatéraux qu'on voit aussi, c'est valoriser l'expert qui a peut-être jusque-là jamais eu l'occasion de montrer tout ce qu'il était capable de faire dans la préparation d'un chantier. Et on voit bien que dans un chantier naval, la préparation d'un chantier, c'est énorme hein, en termes il y a des tas de variables à considérer. C'est une vraie compétence. Donc, on reconnaît l'expertise de cet expert métier. Et pour l'apprenant, celui qui monte en compétence, c'est sécurisant aussi, parce que du coup, on met en place une forme de tutorat. Alors, c'est souvent aussi la question qu'on nous pose, c'est mais par rapport au tutorat, qu'est-ce que ça change finalement l'action de formation en situation de travail? Donc là, je vais aborder un petit élément technique, mais qui est important, et si tu veux intervenir, Thomas, surtout, je t'en prie, prends la main. Quand on parle de tutorat aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle davantage de la pédagogie vicariante, c'est-à-dire de la pédagogie qui est de l'ordre de la démonstration. Donc, on a le tuteur qui montre à l'apprenant comment il doit s'y prendre. Bon, et si on rentre dans le cadre du tutorat, donc ça fait partie des choses qu'on parlera plus tard, c'est que de toute façon, le tuteur aujourd'hui, ça a deux axes. C'est un manager qui encadre, qui va accueillir un jeune entrant, qui va l'accompagner pour qu'il prenne ses fonctions. Et il y a aussi un aspect où c'est aussi obligatoire quand on veut prendre quelqu'un en alternance ou des maintenants. Ça fait partie des obligations qui sont aussi en vigueur
pour la personne qui va être en charge d'accompagner un jeune alternant dans l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est des choses qui sont complètement différentes de toute façon, puisqu'il y en a un que ça va être par rapport, tu disais tout à l'heure, gagner du temps, mais c'est de l'argent pour l'entreprise. Et il y a aussi un côté qualité de vie au travail, puisque de toute façon, le collaborateur qui, sur son poste, aura moins de stress parce qu'il aura un poste mieux organisé, on pourra s'appuyer sur les compétences des anciens, parce que quand on ne connaît pas tout, des fois, on va chercher des outils, on va se retrouver avec de la pression qui peut arriver derrière, parce qu'il y a des objectifs à tenir, il y a du rendu qui est attendu. Donc c'est vrai que tout cet aspect-là peut permettre de faire gagner de l'argent à l'entreprise et dans le même temps de donner une certaine qualité dans le travail pour le collaborateur. Exactement. Il y a un des leviers qu'on voit, je vais après passer la parole à Thomas, c'est le levier aussi de la FEST au niveau de l'encadrement intermédiaire, en tout cas des managers de terrain. Puisqu'on vient leur donner des petites clés et des outils méthodologiques pédagogiques qui viennent au service de leur mission de manager. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce que, de manière pédagogique, les choses sont expliquées quand il s'agit de parler de savoir-faire, et comment je m'assure que celui que je suis en train de former est effectivement en train de monter en compétence. C'était un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est peut-être là aujourd'hui, quand on fait un peu l'inventaire de ce qui est fait dans l'entreprise, là où il y a un petit essoufflement, il y a beaucoup de choses qui sont transmises, mais comment je prends soin de m'assurer qu'en face, le message a été reçu et comment je m'assure que potentiellement, je dois reformuler. Donc c'est dans cet échange que je vais créer avec l'apprenant que je vais rendre efficace tout ce que j'ai prévu et conçu en termes de transfert de savoir-faire. Disons que le gros point fort de ce dispositif, si on revient sur le dispositif AFES, c'est que ça permet par le biais pas de thèse, mais de bien s'assurer que la personne a bien acquis ce qui a été transmis. Ça, c'est le premier point. Et après, l'autre point qu'il peut y avoir par rapport à ça aussi, c'est que ça permet à celui qui apprend de se tromper. Parce qu'on ne va pas forcément, en l'associant à cette transmission de savoir, il peut y avoir des erreurs et ça permet justement de construire dessus pour éviter que ça se reproduise plus tard. Alors, ça, c'est complètement vrai. C'est vrai que le droit à l'erreur, c'est clairement quelque chose qui fait partie de l'apprentissage. On parle d'apprentissage expérientiel, etc. Du coup, l'idée, c'est comment est-ce que je m'assure, avec le soutien de ma direction, que je vais pouvoir aménager le temps de travail pour qu'effectivement, potentiellement, à un moment donné, je perde en productivité. C'est-à-dire que la tâche à réaliser prenne un peu plus de temps parce que je considère qu'il y a l'information. Donc du coup, je voulais voir si Thomas voulait nous en dire un mot sur la manière dont ça avait été mis en place sur le chantier naval. Est-ce que c'est quelque chose, comment tu as pu l'appréhender et comment ça a été accepté par les équipes du coup? C'est pas quelque chose de naturel, on va dire. Ce qui est naturel, c'est de dire on fait comme ça et on ne demande jamais un retour sur ce qu'on dit. On dit une chose et nous, celui qui dit considère que c'est logique. Donc, cette logique doit être comprise par l'apprenant. Et le fait qu'on se mette à la place de l'apprenant indirectement pour lui dire « Est-ce que tu as compris et est-ce que tu peux m'expliquer ?» Ça, c'est une démarche et c'est un pas de côté à faire. Et c'est un pas qui est compliqué. Pas poser des questions ou comprendre une situation. Poser une situation, c'est un moment compliqué dans la façon de manager, mais c'est une façon aussi de monter en compétence dans un management et les gens sont beaucoup plus à l'aise après et peuvent communiquer plus facilement en posant des questions et en disant « Ok, tu as compris, on peut passer à l'étape d'après, on peut… » Et il y a aussi un lien qui se crée et l'apprenant prend aussi confiance et peut travailler plus simplement et se dire « Si je me trompe, de toute façon, on ne va pas me dire que je suis un bon à rien, on va me dire « Tu t'es trompé, comment on peut faire pour que la prochaine fois, on ne se trompe pas et qu'on avance ?» C'est effectivement
des leviers qui reviennent dans le cadre de ce qu'on appelle la didactique professionnelle et les leviers du management. Mais là, pour le coup, j'ai vu passer rapidement une petite question autour du formalisme. C'est effectivement quelque chose qui est attendu par le législateur, les financeurs éventuellement de l'action de formation en situation de travail, c'est la capacité pour l'entreprise à tracer et répondre finalement à plusieurs critères pour pouvoir attester qu'on fait de la véritable formation reconnue comme véritable action de formation. Alors, peut-être j'y répondrai après dans le cadre des questions, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. En tout cas, voilà, l'idée, c'est, encore une fois, comment j'implique les sachants, comment je leur fais faire un petit pas de côté pour qu'ils accompagnent de manière plus sécurisante des nouveaux apprenants avec des techniques pédagogiques. Ce n'est pas forcément un gros mot, mais en tout cas, on en est bien tous conscients que c'est important de savoir expliquer les choses et d'évaluer la montée en compétences aussi, parce que c'est ça que l'entreprise attend. C'est est-ce que finalement j'ai gagné du temps? Est-ce que finalement j'ai gagné en image de marque? Est-ce que j'ai gagné en satisfaction client? Voilà. Donc, voilà, clairement, le message, si je dois faire passer un message aujourd'hui sur l'AFEST, c'est ça, c'est intéressez-vous à cette nouvelle modalité de formation, qui est un droit qui est fait aux entreprises. Et puis après, voilà, on pourra répondre à des questions sur l'aspect plus technique. Oui, comme tu le disais, de toute façon, ce qui est prévu dans le cadre de ce webinaire, c'est que le dernier quart d'heure, on le passe à répondre aux questions que vous nous aurez posées dans le cadre du chat, pour essayer de bien balayer tout ce secteur de transmission des savoirs et prendre le temps à l'issue de répondre à vos questions pour vous apporter les réponses que vous attendez. Alors, juste une petite aparté, mais vous avez dû vous apercevoir que notre témoignage n'est pas en direct avec nous. On l'a en visio, donc il se peut qu'il y ait quelques petites interférences. Mais c'est pour cette raison-là que, bon, aujourd'hui, étant sur Perpignan et sur Canet, on l'a à distance avec nous, mais il nous semble important d'avoir un témoignage de chefs d'entreprise qui connaissaient ce processus et qui en a été satisfait. Voilà. Et juste pour terminer, en tout cas, je te remercie Thomas de ton intervention. Un petit élément qui aussi, c'est que justement Thomas a décidé de manière collective avec son entreprise de devenir finalement le futur référent interne AFEST dans l'entreprise. Donc il a décidé de suivre un parcours de formation pour être en capacité de maîtriser l'intégralité de cette démarche et de rendre finalement le chantier naval Martinez autonome dans la production de futurs AFEST, puisqu'ils ont déjà identifié d'autres opportunités sur, je crois, le traitement d'un devis, sur des choses qui sont hyper spécifiques. Oui, parce qu'un point, comme tu dis, qu'il faut souligner, c'est que derrière, c'est des choses qui peuvent être après transférables. Une fois que le processus a été créé à l'interne, on capitalise dessus et c'est un investissement pour l'entreprise pour demain. C'est exactement les éléments qu'on a évoqués avec justement Thomas. C'est à partir du moment où une première AFEST a été mise en œuvre, donc ce qu'on appelle autour d'une phase de conception de formation, puis d'animation. C'est autant de choses sur lesquelles il va pouvoir capitaliser et faire une économie d'échelle, puisque demain, s'il y a à nouveau un nouvel arrivant qui intègre l'équipe de stratification, le parcours de formation est déjà là. Donc, les grilles d'observation sur poste pour évaluer la compétence ont été validées, construites et co-construites avec les experts métiers. Donc, tout le monde s'est mis d'accord sur qu'est-ce que je considère être une bonne stratification, quels sont les critères qui me permettent de dire, bon, ben là, c'est bon, il est monté en compétence, je valide. On peut le faire basculer sur... Voilà. Donc, l'idée, comme disait Thomas, c'est de mettre en fait en place... souvent, ce qu'on dit chez Icertis, c'est que la FES, c'est la pédagogie des petits pas. Donc, je viens mettre en place une cale pour résoudre un problème technique, un problème de productivité, mais on est sur l'ordre d'une formation, encore une fois, de 8 à 10 heures. Donc, c'est du juste assez et juste à temps. Je résous mon problème. Une fois que j'ai résolu ce problème et que la compétence a été validée et observée par mes experts métiers, je m'attache à une autre montée en compétence. Voilà. Et ça,
on voit que ça a vraiment du sens dans l'entreprise parce que ça redonne du sens au travail. Ça mobilise un collectif autour d'un projet commun qui est la formation. Et dans ce projet, l'apprenant, lui, est complètement acteur de son parcours. Donc, dans ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des droits et des devoirs de l'apprenant, effectivement, il va avoir le droit de se tromper. Mais parmi ces devoirs, ce qu'on attend de lui, c'est d'être complètement acteur de son parcours de formation aussi. Donc, dans l'échange qui va se créer entre le manager et l'apprenant, on attend à ce que lui aussi soit complètement impliqué et mobilisé dans le parcours comme il est proposé. Tout à fait, c'est vrai que c'est le gros point positif que moi je vois à mon niveau, au niveau de la FES, c'est qu'en fait c'est collaboratif entre la personne qui va être formée, le manager, puisque c'est une co-construction qui sera faite en s'appuyant sur les compétences de l'un, en le transmettant à l'autre qui va lui se l'approprier. On va évaluer si ce n'est bien approprié, mais il peut faire aussi des suggestions pour faire évoluer carrément le process. Et c'est vraiment du collaboratif où tout le monde sera gagnant à l'issue. Voilà, et juste en conclusion, parce que je crois qu'on arrive, il me semble, on a encore un peu de temps, donc je développe. En tout cas, les retours qu'on a des entreprises qu'on accompagne, c'est parmi les bénéfices, c'est effectivement d'avoir décloisonné les services. Parce qu'en fait, on vient chercher ceux qui savent dans l'entreprise. Donc, on les met autour de la table, et on travaille collectivement, donc il y a une synergie qui se crée, ça c'est clair. L'autre impact aussi, c'est de finalement reconsidérer la mission de l'entreprise. Et aujourd'hui, on parle quand même de beaucoup plus d'organisation apprenante. Clairement, aujourd'hui, une entreprise qui décide d'investir du temps dans la formation, c'est qu'elle décide que c'est devenu un enjeu stratégique pour elle. Et encore une fois, aujourd'hui, le code du travail et l'action de formation en situation de travail sont des vrais leviers, des vrais outils qui viennent au service de ces enjeux-là. Alors. Merci Thomas pour ce témoignage. Je ne sais pas si Jérôme, tu as une question à lui poser ou pas avant qu'on puisse le libérer. En tant que chef d'entreprise, il doit avoir quand même du travail aussi. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci Thomas. Alors du coup, je reprends la main. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire sur le diaporama? Voilà, donc après c'était pour le coup les autres. Voilà, alors là c'est. Merci Jérôme de me repasser la main. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure que ce webinaire était organisé dans le cadre des missions des chambres de commerce, là spécifiquement de l'Hérault. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le cadre des lois qu'il y a eu des accords qui ont été faits entre le gouvernement et CCI France qui se dépliquent sur les CCI sur des nouvelles missions et des offres de produits qui doivent correspondre à l'ensemble des chambres de commerce de France. Donc voilà, donc si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que Solution, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est l'offre nationale des CCI pour répondre aux besoins des entreprises qui ont été déterminés dans le cadre des négociations sur les nouvelles orientations au niveau des chambres. Donc, je ne vais pas spécialement rentrer dans le détail de cette offre, de toute façon, c'est juste pour vous dire qu'elle existe. Il faut savoir qu'on peut vous accompagner sur les différents thèmes qui sont affichés. Vous retrouverez ça dans le PowerPoint. Voilà, je ne vais pas détailler, je préfère qu'on puisse échanger, répondre aux questions, plutôt que de vous lire ce qu'il en est. C'est clair que nous, on est plus sur le volet gérer les ressources humaines, puisque dans le cas de cette émission-là, on a des offres de produits et on a aussi des missions à effectuer, c'est-à-dire accompagner les entreprises individuelles, réaliser du collectif. Donc aujourd'hui, le collectif, pourquoi ce crise sanitaire, c'est du webinaire. C'est ce qu'on est en train de faire à ce moment. Et après, c'est de pouvoir vous proposer aussi des prédiagnostics au niveau ressources humaines qui peuvent permettre à l'instant T de faire un flash sur l'organisation au niveau de l'entreprise et voir ce qui va bien et les pistes d'amélioration qu'il peut y avoir. Voilà, donc s'il y a des questions spécifiques, je pense qu'il y a bien dans le cas du chat, on y répondra à l'issue et après, de toute façon, on retournerait ça. Vous avez nos coordonnées qui seront derrière de toute façon pour pouvoir nous interroger là-dessus. Donc, je ne vais pas revenir sur leur solution.
Donc après, il faut savoir que dans le cadre des chambres de commerce, donc toujours dans l'optique de la transmission des savoirs, on a un certain nombre de choses. Donc quand je dis choses, c'est des diplômes, des certifications en fait, qui sont des certificats de compétences en entreprise, de tuteurs et de formateurs internes. Ces dispositifs donc sont, je dirais, plus longs, sans être trop longs, puisqu'en fait c'est des formations qui sont sur 21 heures ou 28 heures, mais avec une certification qui permet de valoriser son collaborateur. Et ce qui plus est, elles sont éligibles au compte personnel de formation. C'est des offres qui sont diffusées dans le cadre des chambres de commerce, donc qui permettent donc justement de valoriser et de mettre en place un certain nombre de choses. Les formations courtes, comme on peut avoir dans les formations de tuteurs, comme on a évoqué tout à l'heure, de 14 heures, où on va être plus sur du management ou sur de l'obligatoire pour la personne qui va être en charge de manager et d'être le tuteur d'un jeune qui va intégrer une entreprise. Sachant que ça peut se faire aussi sur les non-jeunes, puisque bon, il n'y a pas que des jeunes qui intègrent des entreprises au jour d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas d'accompagnement qui sont faits par le tuteur, ça peut poser des problèmes par la suite au niveau du nouvel entrant, quoi, hein. Et après, bon, on vous a là aussi évoqué longuement, c'est les formations en situation de travail, qui là, bon, aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est un dispositif légal qui permet d'avoir accès à des financements, qui permet aussi, dans le même temps, de valider des choses qui ne l'étaient pas précédemment, et qui est un outil qui, justement, permet, justement, encore une fois, de valider des compétences et des savoirs au niveau des entreprises. Voilà, donc je vais te repasser la parole, Jérôme, si tu as des points plus particuliers au niveau de la FES, à moins qu'il y ait des questions spécifiques qui montent, parce qu'on avait un troisième sondage, je crois aussi, qu'on n'a pas mis par rapport à ce qu'on avait prévu. Voilà, donc le temps qu'on se cale, puisqu'on est en direct, comme vous avez pu le voir, ça fait peut-être un petit décalage, donc voilà, on va vous donner quelques secondes pour répondre à cette question. L'offre de formation vous apparaît-elle adaptée à vos métiers? Voilà, quelques secondes aussi. Encore une fois, ça fait référence finalement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est dans la mesure où j'ai besoin de faire monter en compétence des collaborateurs sur des sujets qui sont tellement uniques dans mon entreprise que l'offre n'existe pas sur le marché. Donc c'est comment, par l'expérience du travail, j'arrive à modéliser un contenu de formation qui va me permettre d'accompagner un collaborateur au résultat qui est important pour l'entreprise. Voilà, et qui répond aussi aux besoins et à des attentes de l'entreprise. C'est ça, exactement. Merci. Merci. Et donc, je crois qu'effectivement, il y avait quelques questions que j'ai vu passer tout à l'heure, donc il nous reste un peu de temps pour répondre. Oh, oui, je pense qu'on a été quand même relativement rapide, puisqu'on a quand même une marge de manœuvre, puisque le webinaire termine normalement à 11h30. Donc, on va pouvoir revenir dans le détail sur les questions que vous nous avez posées et répondre. Voilà. Du coup, j'irai un petit peu au-delà parce qu'on a des éléments très. Donc j'ai des éléments très, très, très concrets à partager aussi avec ceux qui sont avec nous. Donc il y avait une question. Au-delà des enjeux économiques et obligations sociales, n'est-ce pas également un acte fort de management que de valoriser les compétences et de conditions de travail? Là, on est clairement en ligne avec ça. La question qui se pose souvent, c'est OK, mais comment ça se met en œuvre concrètement dans l'entreprise? Comment est-ce que j'outille mes managers à endosser une mission aussi un peu plus de pédagogue, peut-être, que ce qu'ils ne sont déjà? Comment est-ce que je les implique dans un parcours de formation pour qu'eux soient aussi en capacité d'accompagner une montée en compétences? Donc, c'est clairement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un projet AFES ne se construit pas seul, il se construit à partir d'un collectif et ce qui est clairement établi parmi vraiment l'ensemble des accompagnements qu'on a pu mettre en œuvre, c'est que ça crée des synergies tout en ayant le support de la direction. Encore une fois, on ne peut pas exclure le fait que mettre en place un projet AFES dans une entreprise, c'est du temps. On ne va pas se le cacher.
il faut gérer une action de formation comme un projet. Sous-entendu que gérer un projet, ça veut dire initialement identifier si c'est opportun de mettre en place une action de formation. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Est-ce que la direction me supporte? Est-ce qu'elle est mon sponsor finalement dans la mise en œuvre de cette action? Puisque je vais à un moment donné devoir me mettre d'accord avec les managers, les responsables de service pour aménager le temps de travail, pour dégager du temps pour la mise en place de la formation. Donc, est-ce que tout le monde est au clair sur le fait que pendant les 2-3 prochains mois, il risque d'y avoir, comme je disais tout à l'heure, peut-être une perte de productivité? Et le chef de projet AFES dans l'entreprise, une des choses qu'on va lui demander, c'est d'être capable de mesurer que l'investissement qui va être déployé pour réaliser cette action-là, finalement, on va avoir un retour. Qu'est-ce qu'on estime pouvoir constater dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà. Donc, les rôles des managers est cardinal dans cette co-construction pour qu'ils soient aussi là pour participer et contribuer au succès finalement du projet. Une autre question, c'est quel formalisme doit-on remplir pour que l'action de formation interne puisse être reconnue comme une formation à part entière? Alors, là, pour le coup, j'invente rien, c'est dans le décret, il y a 6 conditions. La première condition, c'est que l'entreprise doit être capable de construire un livrable qui atteste qu'une analyse du travail a eu lieu. Alors, par analyse du travail, on va démystifier rapidement qu'est-ce qu'on entend par ça. C'est à minima l'équipe de l'entreprise qui pose sur papier qu'est-ce qui est à faire pour réaliser une activité. Donc, je revisite mon travail. Je vais prendre un exemple. Vous avez besoin de faire monter en compétences, je dis n'importe quoi, du personnel administratif sur la réalisation de notre devis en utilisant un logiciel qui est spécifique. Vous voulez mettre en place une action de formation dédiée à ça. Ce qu'on va attendre de l'entreprise, dans un premier temps, c'est de clarifier quelles sont les activités et les tâches qui sont supposées être réalisées pour faire un devis. Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois savoir faire? Qu'est-ce que je dois comprendre pour réaliser un devis? Et ça doit être posé de manière factuelle. Et là, l'idée qui se cache derrière, c'est que ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas le responsable qualité de l'entreprise qui est chargé de faire ça. L'idée, c'est justement de revisiter le travail, la pratique. Donc, c'est de mettre potentiellement autour de la table ceux qui savent faire des devis et de manière consensuelle, proposer et obtenir finalement l'harmonisation de la pratique sur, voilà, dans notre entreprise, réaliser un devis, ça passe par petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, c'est formalisé, on s'est tous mis d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'on met en perspective dans le cadre de cette analyse du travail aussi? C'est finalement, qu'est-ce qui va me permettre de dire qu'une fois la formation réalisée, oui, le nouveau collaborateur est capable de réaliser le devis comme je l'ai entendu. Donc, ça veut dire que je vais aussi interroger mes experts métiers sur quels sont les critères que je vais retenir pour dire là, c'est bon, je sais naviguer dans le logiciel, je sais faire une extraction de données, je sais rapprocher un compte client de manière automatisée, etc. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que finalement, on prend le temps de revisiter un peu ce qu'on fait déjà depuis tout le temps, des activités pour lesquelles on n'a pas forcément eu le temps de lever un peu la tête de l'eau pour se poser les vraies questions sur comment est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait de manière harmonieuse, tous les services confondus, ou est-ce qu'il y a des choses à faire? Donc ça, c'est la première condition, c'est l'analyse du travail. La deuxième condition, c'est poser un parcours pédagogique. L'entreprise, aujourd'hui, on le voit, c'est peut-être là où elle a besoin de ressources extérieures pour l'aider à construire un parcours pédagogique basé sur l'analyse du travail. Dans l'analyse du travail, on va aboutir à comment je fais les choses et pourquoi et qu'est-ce que je dois savoir faire. Le parcours pédagogique, lui, va venir cristalliser ça en mettant en perspective quel est l'expert métier qui va intervenir pour ce sujet-là.
qui est l'intervenant interne dans l'entreprise qui va venir parler de gestion des données, sécurisation des données, par exemple. Autant d'éléments qui sont nécessaires d'être transmis au futur utilisateur pour réaliser son devis. Et la vraie pertinence de cette deuxième condition-là, c'est, quand on parle de parcours pédagogique, c'est aussi de considérer qu'il y a déjà des tas de choses qui ont été faites dans l'entreprise depuis probablement déjà longtemps. Des PowerPoint, des contenus, des quiz qui existent déjà. Donc là, l'intention, c'est de venir revisiter ce qui est l'existant et de voir comment tout ça peut contribuer à la construction d'un parcours de formation formalisé et reconnu par le législateur. De la même manière, si quand je décide de faire monter en compétence un opérateur dans un magasin avec l'utilisation de machines de levage, donc je fais appel au CACES par exemple. Dans le parcours de formation, on peut valablement aussi identifier qu'il sera nécessaire à un moment donné de faire appel à un intervenant extérieur, d'un organisme de formation, d'un CFA. Tout à fait. C'est pour répondre, donc, excusez-moi de te couper, Jérôme, mais pour répondre par rapport à la question, c'est que bon, sur la formation interne, on a le volet formation en situation de travail qui peut être, qui se fait dans l'entreprise avec recours, comme tu disais, à des prestataires qui peuvent ponctuellement intervenir sur des compétences qu'on n'a pas forcément au niveau interne. Et c'est dans le cas de la FES qu'on va valider tous ces aspects-là. Et après, il y a le côté formation interne pure et dure, pour répondre à la question, où ben, il suffit que, si vous voulez, de le formaliser quand on fait une action de formation interne, donc que les personnes ne soient pas justement en situation de travail, c'est-à-dire c'est la grosse différence avec la FES. On va mettre en place une action de formation avec des feuilles de présence qui vont justifier que les personnes seront en formation et non pas en production. C'est la grosse différence avec la FES entre la formation interne et l'action de formation en situation de travail. Ou même si la personne sort de son travail, elle est encore sur son poste, sur sa fonction, sur son poste de travail. C'est peut-être une nuance pour nous. C'est une nuance qui a vraiment son importance parce que dans les 6 conditions, donc l'analyse du travail, le parcours pédagogique, un encadrement clair qui va être le tuteur, l'évaluation fait partie des attendus. C'est-à-dire qu'on peut plus se contenter d'avoir une feuille d'émargement pour dire j'ai participé à la formation de responsable qualité qui nous a présenté les dernières exigences en termes de écotax, etc. Là, l'idée, c'est comment est-ce que tout ça se traduit au poste. Comment j'évalue que demain, suite à la formation qui a eu lieu, effectivement, aujourd'hui, un collaborateur est monté en compétence dans la réponse à un appel d'offres. Voilà. Donc, il y a l'évaluation, ça, c'est imparable. On ne pourra pas l'esquiver. Et la mise en place d'une évaluation, ça se construit aussi. Ce n'est pas simplement forcément un quiz. Il y a peut-être aussi une nécessité de réfléchir à la construction d'une grille d'observation au poste. Qu'est-ce que je veux voir quand, par exemple, Thomas nous parlait de la stratification. À un moment donné, clairement, on lui a posé la question, qu'est-ce que c'est un bon stratifieur? Alors, au départ, c'était un petit peu, il suffit que la surface soit lisse, etc. Mais ce n'est pas assez spécifique. Donc, on a besoin d'aller chercher les experts pour leur dire merci. On a un rôle un peu de maïotique, hein, nous, enfin, quand on accompagne, on fait accoucher un peu l'entreprise pour aboutir à une bonne stratification. C'est quand j'ai stratifié 5 mètres carrés en 23 minutes avec moins de 3% de bulles d'air. Voilà. Ça, c'est clairement des objectifs d'évaluation qui doivent être considérés dans un programme d'action de formation en situation de travail. Et le dernier, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la réflexivité. Encore une fois, la réflexivité, c'est la pile atomique de l'action de formation en situation de travail. Ça veut dire quoi la réflexivité? C'est qu'on considère qu'on n'apprend pas quand on fait, on apprend quand on réfléchit sur ce qu'on a fait. Donc ça suppose qu'un manager doit aménager son temps pour inviter l'apprenant qui est en train de monter en compétence à revenir sur ce qu'il a fait. Et ça, il faut aussi que ce soit formalisé et clairement inscrit dans le programme de formation. C'est-à-dire, je planifie que je vais former Mathieu demain je dis n'importe quoi, la préparation de sa tournée commerciale. Dans mon programme de formation,
je vais clairement identifier 10-15 minutes que je ne dois pas pouvoir évacuer, mais il faut que ce soit donc inscrit. Et pendant ces 10-15 minutes, je vais devoir attester qu'effectivement, j'ai eu un échange. Et la manière dont cet échange se passe doit répondre aussi à des techniques pédagogiques qu'on voit quand justement on monte en compétence sur la mise en place de la FES. C'est voilà, comment est-ce que par un jeu de questionnement ouvert, sans évaluer, je m'assure que l'apprenant revient sur ce qu'il a fait ou qu'il projette ou qu'il mentalise ce qu'il va faire demain. C'est autant de choses qui facilitent les ancrages pour faire grandir la compétence auprès de l'apprenant. Et pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est que ça va un peu plus loin parce que l'apprenant peut même être force de proposition par rapport à ses pratiques professionnelles qui ne sont pas forcément identifiées par son manager, mais qui lui donnent du confort dans son travail et qui permettent après derrière de pouvoir les dupliquer sur d'autres, pour l'exemple des tournées commerciales, sur d'autres commerciaux au niveau de la tournée commerciale. Exactement. Parmi les techniques dont je parlais un instant, il y a par exemple le rapport d'étonnement. Ça, ce sont des leviers pédagogiques qui sont forts quand on donne la possibilité à un nouvel arrivant de faire part de une nouvelle proposition pour organiser une tournée, pour utiliser un outil, aménager un espace de travail différemment parce que lui, finalement, il se rend compte que c'est plus facile. Aujourd'hui, est-ce que tout ça, ça se passe vraiment dans l'entreprise ? Probablement. Est-ce que c'est formalisé au regard des attendus du législateur ? Peut-être pas. Donc voilà, quand je dis qu'on accompagne, nous, les entreprises et qu'on s'assure de leur transmettre un kit, c'est bien ce kit-là dont il s'agit. C'est comment je trace la veille du travail, comment mon parcours de pédagogique est construit, comment je contractualise finalement le pacte avec l'entreprise pour m'assurer que je vais avoir le soutien de la direction, etc. Comment je mets en perspective ce qui va être évalué, les bénéfices pour l'entreprise, les bénéfices pour l'apprenant, les bénéfices pour l'expert métier, tout ça, ça doit être formalisé. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent quand même plus de projets d'entreprise que de simples techniques pédagogiques. Bien sûr. Donc on va peut-être prendre une nouvelle question. Qu'est-ce qu'on a donc? Quel formalisme doit remplir l'action de formation interne pour être retenu comme formation à part entière, donc entrer en compte ça? Voilà. Donc voilà, et je n'avais pas fini la question, il y a effectivement où trouver le cahier des charges. Donc le cahier des charges en soi, c'est en toute rigueur ce qui est attendu par les pouvoirs publics et pas que. C'est-à-dire que demain, aujourd'hui on le constate, les OPCO vont exiger des entreprises, encore une fois, un certain nombre de preuves, comme quoi, je le disais tout à l'heure, l'analyse du travail, le parcours pédagogique, la construction des grilles d'évaluation, la trace de la réflexivité, tout ça doit être mis à disposition, construit par l'entreprise et mis à disposition en cas de contrôle. Je vais juste faire une petite remarque, Jérôme, c'est que bon, là, nous, encore une fois, on parle en initié. Peut-être que certains ne savent pas ce que c'est les OPCO. En fait, précédemment, on avait les opérateurs, les organismes paritaires collecteurs agréés qui étaient en charge de collecter les fonds et de financer les fonds de formation pour les entreprises. Avec la réforme de la formation, donc, qui a créé notamment le dispositif comme la FES, ou qui a monétisé le compte personnel de formation, ou dupliqué l'application qu'il y a sur le CPF aussi. Maintenant, ces structures sont devenues des opérateurs de compétences qui donc, actuellement, continuent de collecter les fonds de la formation parce que l'URSSAF n'était pas prête, mais courant 2021, c'est maintenant l'URSSAF qui va collecter tout ça. Et leurs missions, justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'en rapprocher, parce que quand on parle de cahier des charges, des choses comme ça, eux peuvent vous déterminer ou donner des éléments par rapport à ça, avec des financements qui vont avec. Des financements pour la personne qui accompagnerait ou l'organisme qui accompagnerait, et aussi des financements internes à l'entreprise par rapport au temps qui serait perdu dessus. Puisqu'on disait tout à l'heure, c'est quand même du temps qui va être passé pour construire ce parcours avec des managers. Donc il faut qu'il y ait vraiment la volonté au niveau du chef d'entreprise. Mais il faut savoir aussi que d'un OPCO à l'autre, ça peut varier, mais les entreprises peuvent bénéficier aussi de financements par rapport à ce volet-là. Mais comme disait Jérôme, il y aura dû avoir par rapport à ça.
Voilà. Alors, nous, maintenant, si on prend une petite prise de recul, nous, ce qui nous paraît important peut-être aussi d'évoquer là, c'est au-delà de la recherche de financement, c'est le bénéfice que l'entreprise peut potentiellement tirer à investir dans cette démarche d'appropriation de la formation. Je suis d'accord avec toi, c'est juste la cerise sur le gâteau, le financement, parce que de toute façon, si on rentre dans le cadre d'un dispositif AFES par rapport à ce qu'on a présenté, il faut savoir que c'est une capitalisation, c'est un investissement de l'entreprise pour se parer à ce qu'elle aura besoin demain dans ses savoir-faire, dans ses produits, parce qu'elle peut après, comme je disais tout à l'heure, moi je me suis retrouvé confronté à une entreprise qui avait perdu des soudeurs très spécifiques. Ils n'avaient pas vraiment réalisé qu'un de ces soudeurs avait des compétences autres que les qualifications très très particulières, mais ils se sont retrouvés pris sur des fabrications de pièces qui auraient été commandées par des clients précédemment qui ne pouvaient plus produire. Parce qu'il n'y avait pas eu cette anticipation. En termes de valorisation de l'entreprise aussi, pour être reconnu comme ayant anticipé le transfert, on a eu le cas avec justement une cession d'entreprise. La valorisation de l'entreprise a permis de faire reconnaître aussi que en interne, la transmission des savoirs avait été structurée et mise en place pour éventuellement aux repreneurs avoir déjà un héritage formalisé. Donc c'est une stratégie d'entreprise. Ok, donc là maintenant, donc par rapport au webinaire qu'on vient de présenter, donc on est dans les réponses au niveau de vos questions. Donc ce qu'on propose derrière, vous allez avoir un slide où il y a nos coordonnées, c'est de ne pas hésiter à revenir vers nous s'il y a des questions plus spécifiques, plus particulières par rapport à ce qui a été présenté. On a prévu de mettre en place un atelier de 3 heures sur lequel, qu'on co-animerait avec Jérôme, sur lequel justement on reviendrait plus longuement dans le détail par rapport à ces différents dispositifs. Voilà, c'est ce qu'on vous présente là au jour d'aujourd'hui. Et après, si certains savent déjà qu'ils ont des besoins d'accompagnement à faire parce qu'ils ont clairement identifié ce dispositif-là, vous avez aussi les coordonnées de Jérôme pour voir avec lui directement comment mettre en place ce volet-là. L'idéal, c'est de justement, pour valider tout ça, c'est de faire dans un premier temps un atelier de 3 heures où on reviendra sur les certificats de compétences à l'entreprise de tuteurs, de formateurs internes, qui ça, c'est aussi des choses qui permettent de valoriser des personnes dans les entreprises et aussi de qualifier un certain nombre de choses. Et après, on peut avoir aussi, comme je disais tout à l'heure, le volet d'accompagnement sur un projet AFES qui sera copiloté ensemble. Voilà, Jérôme, je ne sais pas si toi, tu as des points particuliers. Non, mais en tout cas, voilà, ceux qui souhaitent aller plus loin, effectivement, je les invite vraiment à venir sur cet atelier de 3 heures. Là, l'idée, c'est peut-être pour vous, entre aujourd'hui et la prochaine fois qu'on se verra, peut-être, c'est de faire décanter l'idée que vous avez de la formation dans votre entreprise. Et cet atelier-là, justement, permettra de venir clarifier comment on peut mettre en perspective et quels bénéfices en tirer, quoi, clairement. Est-ce que nous avons de nouvelles questions qui nous apparaissent ou pas? Non, je pense qu'on a... On a dû être très très clair, je pense, puisque bon, on a répondu à celles qui nous sont posées.